Tu n'es plus sain. Son halo. Eh ben, on commence bien le podcast. Tu veux mon auréole, c'est ça, tu veux mon cul. Hop, titre de l'épisode. Ouais, peut-être, effectivement. Mais dans cet épisode, cette semaine, dans l'hebdo de Culture Club Sandwich, on a du film, on a de la série, on a des livres, et puis on a même un peu de jeux vidéo, et on a un quiz. Et ça, c'est fou. On est copé comme du C'est pain. totalement fou. C'est absolument Vous ne devinerez dingue. jamais qui se CC au quiz ce soir. C'est baiser de ouf, c'est un banger. Et voilà, c'est dans comme Qui ça est cette l'épisode personne 23. Je vais m'appeler comme ça maintenant, tiens. Ce début d'épisode tellement boomer alors que j'en suis pas un, mais juste c'est rigolo. c'est juste rigolo, voilà. C'est Alors. rigolo. Oh, ça me rappelle quelque chose. J'y repense parfois, Mais je n'ai plus le temps, sachez-le. J'ai mis mon temps ailleurs. C'est comme ça quand on vieillit. Il faut choisir ses combats. Alors, ce soir, pour cet épisode 23 de Culture Club Sandwich, l'hebdo, il y a Mathieu, Bonsoir. Je n'avais pas mon micro. Elodie Salut. et Florian. J'ai oublié mon verre en fait. Mais va le chercher. C'est pas grave. Va chercher ton verre. Moi, je prends plus des verres. Maintenant, je prends carrément des mugs isothermes. C'est pas de la bière, c'est du thé. Il Voilà. nous a fait un peu une entrée comme les inconnus. Bonjour, je suis flou. Là, tu confonds, c'est Florian. Je suis Florian. Ça. Il n'y a rien dedans. Il a juste pris un verre. Il n'y a rien dedans, il a juste pris un verre. Attendez. C'était les nuls avec juger Pluto. Et là, il te montre une photo de Pluto. J'ai oublié mon verre, il va chercher un verre. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Je pense que là, On va s'améliorer, toi. ouais, moi ça va. La fatigue, mais tout va bien. Surtout que là, je pense qu'on a un programme assez éclectique encore une fois. Et on a ASMR. ASMR, Florian pisse dans son verre. La ASMR qu'on voit danser le long. Ah là là. Tout ça, ce sont des happenings. Et si vous n'êtes pas en live pour écouter ça et pour nous voir le faire, qu'est-ce que vous ratez? Mais de toute façon, si attends, je vous le dis, mais vous écoutez pas. Mind blown. Bref. Est-ce que si un podcast n'est pas écouté, est-ce qu'il existe vraiment? Matrix Reloaded ou quoi? Wow. Ouais. C'est Black Mirror. Écoutez ce Vraiment doux son de du saucisse. ventilateur. Le mien ou le tien? Parce que moi on l'entend Un peu. bien aussi, je pense. Pas tous. Pas tous. Bref, en attendant que les news de monsieur j'ai cherché un verre et je me sers tout ça en direct se terminent. De mon côté, on va commencer par mon petit récap parce que je suis le seul à avoir un petit récap et à avoir fait autre chose peut-être de ma semaine. Dont quelque chose que j'ai regardé hier qui date de 2022, donc je fais mon Elodie. Donc ça va. Mais c'est sur Disney+, et ça s'appelle Coup de théâtre. Voilà, qui est un film que je sais plus le nom en anglais. Je crois que c'est See Them Run, un truc comme ça. C'est ça, truc useless, c'est C.O. They Run. Voilà, je viens de le retrouver là. C'est le truc avec Taylor Swift? Non. Non, il n'y a pas La Taylor Swift. déception dans Ah son non, regard. je confonds. Non, ça c'est sorti en même temps, c'est Amsterdam de David O. Russell, mais c'est sorti en même temps, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a C'est rien pour à ça, voir. j'ai dû les voir effectivement. le même jour, je confonds. Non, donc Coup de théâtre, qui est donc 2022 sur Disney+. C'est un film britannico-américain de Tom George. Voilà. Je savais pas qui c'était. Je pense avoir jamais vu de film de lui. Mais par contre, c'est
c'est son affiche et le côté visuel qui m'a attiré derrière tout ça. Puis aussi, c'est un whodunit, donc c'est aussi un petit truc qui me plaît bien. C'est avec Sam Rockwell. Je sais jamais comment on prononce son prénom à elle, donc c'est Saoirse Ronan. Sawars, je sais pas comment on le prononce. C'est S-A-O-I-R-S-E. C'est Saoirse. Cersei, voilà. Cersei. Je savais jamais. Adrienne Brody, voilà, entre autres. Et ça se passe dans les années 50 à Londres, dans le West End de Londres, où on a une adaptation cinématographique de Mousetrap, donc le livre de Agatha Christie, qui est en préparation suite en fait au succès énorme de la pièce qui se joue à Londres. Et dans tout ça, il y a un réalisateur américain joué par Adrian Brody qui est un peu un connard et qui va se faire buter. Voilà, c'est pas un spoil, il va se faire buter et bien entendu tout le reste va être de savoir qui a fait ça, pourquoi il a fait ça, comment. Et on a l'inspecteur Stoppard qui est joué par Sam Rockwell, qui est un détective blasé, qui a déjà tout vu, qui en a un peu ras-le-bol et surtout alcoolique et très très solitaire. Et on a l'agent Stalker qui est joué donc par Saoirse, là voilà, je à chaque fois mal le prononcer, qui est une jeune recrue qui est là pour apprendre, qui est super zélée, qui saute souvent sur les conclusions et qui vont se retrouver tous les deux à devoir travailler ensemble alors que c'est clairement les opposés. Et voilà, sous ces atours comme ça d'un whodunit assez classique, moi ce que j'ai retenu de ce film-là, c'est que c'était très drôle, ça se tenait de bout en bout, et puis surtout une mise en scène et une mise en photo juste merveilleuse, parce que les couleurs elles éclatent. On a vraiment un côté très pulp, comme ça, très comique, très pulp dans ce qu'on a dans les images. Les cadres sont beaux, le montage et le découpage est magnifique avec des... les split screen, parfois ça marche pas. Ici, ça marche super bien parce que ça nous montre vraiment plusieurs visions. Et puis alors, on nous mène un peu en bateau dans une histoire justement basée sur le livre donc de Mousetrap, dont je ne sais plus le titre français, de Agatha Christie. Et donc, c'est une petite heure et demie, qui est passée très vite. Ça marche vraiment très bien. Donc, c'est une mini reco, je vais avouer. Sinon, autre chose que moi j'ai commencé la démo parce qu'il y a la version 1.0 qui est sortie il y a, je crois à peu près une semaine et demie. C'est Foundation sur Steam, qui est un jeu de gestion de ville assez paisible au Moyen-Âge. Voilà. Assez paisible, mais pas moins complexe. C'est un jeu qui est en accès anticipé depuis à peu près 5 ans. Voilà, donc ils ont bien pris le temps. Mais pour nous sortir ici une démo qui nous permet de déjà pas mal jouer, et je vais finir par me l'acheter, je le sais très bien, hein, voilà, mais c'est pour ça que c'est pas une recommandation. Mais la recommandation, c'est plutôt de faire la démo. Si vous aimez justement les jeux de gestion de ville, mais aussi de villageois, de gestion de ressources, entre guillemets conquête de parcelles, de développement des personnages, parce que là on a en gros, on met au Moyen-Âge, on commence par les serfs, donc SERF. Puis en fait, on va les faire évoluer dans leur métier. Ils vont devenir un peu plus riches et un peu plus puissants, etc. Au fil des années et de l'évolution de l'arbre de technologie et de connaissances. Le changement qu'il y avait dedans par rapport à beaucoup d'autres jeux comme ça, c'est qu'il n'y a pas de combat. Voilà, on peut faire des alliances avec des clans externes, on peut payer, faire des trucs un peu commerciaux comme ça. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est quand on commence, on choisit une portion de la carte pour dire, je commence là. Mon centre de ville, il sera là. Je vais gérer le bois, le reboisement, la cueillette, le marché, la pêche, selon là où on se trouve. Et aussi gérer les sections de notre carte, c'est-à-dire qu'on va dire toute cette section là c'est la section pour les bûcherons, celle-là c'est pour le reboisement, ça c'est pour la cueillette, et là c'est pour le côté immigration et villageois. Et les villageois, c'est eux qui construisent leurs maisons comme ils le veulent, à l'endroit où ils le veulent, mais dans cette zone là, ce qui fait qu'on a un truc très organique en fait.
C'est pas nous on a commencé à le placer, à le mettre un peu comme on voulait, dire ben voilà on va faire un quartier là. Non, on leur a donné une parcelle, on a dit ben voilà. Si vous venez chez nous, on peut avoir de la place là-bas. Et puis au bout d'un moment, on va agrandir cette place-là parce qu'on se dit, il y a de plus en plus de monde parce que les gens sont contents de vivre chez nous. Il faut changer le tout, agrandir. Et puis tu te retrouves parfois à faire des conneries, genre j'ai croisé un quartier résidentiel et du reboisement. En fait, au final, j'ai une maison qui est en plein milieu des arbres. Mais c'est normal, c'est fait pour. Et quand, oui, comme beaucoup de personnes, je pense, moi notamment. Et quand tu zoomes dessus, parce que tu peux zoomer super fort, tu peux voir les petits bonhommes très cartoon en train de vivre, en train de faire leur truc. Mais tu le vois, il est là dans sa maison, il sort de sa maison, il va bosser. Bon, je lui ai dit que lui, il était bûcheron, c'est plus simple. T'es à côté des arbres, fallait couper. C'est ça. Et donc c'est ça qui est bien, c'est que tu peux dire vraiment, toi tu fais ce job-là, toi tu arrêtes de faire ce job-là, tu fais ça. Mais il faut faire attention parce qu'ils prennent des niveaux. Donc ils deviennent de meilleurs en meilleurs. Donc après tu dis si je change son métier, il va pas être bon pendant un moment. Peut-être que ça va causer des problèmes. Et mais tout ça sous une petite musique très paisible avec des petits chants d'oiseaux, des trucs comme ça. Et tu vois 2 heures qui passent, tu dis on va peut-être arrêter un petit peu quand même. Très addictif. Très addictif. Et le jeu est pas très cher. Je crois que c'est 29€. Donc, et j'ai vu que dans les commentaires, les personnes qui étaient là depuis le début, elles avaient 400, 700, je sais plus combien d'heures dessus. Donc, voilà. C'est qu'il y a de quoi faire, quoi. Tu t'en y vas tout de suite. Donc voilà. Je pense que ça pourrait te parler, toi, par exemple. Tu cherchais des jeux genre Civilisation, etc. Ouais. Mais en plus, j'ai vu. En plus, j'aime bien le système de c'est celui-là où, en fait, pour attirer des nouveaux habitants, tu joues plus sur le bien-être dans ta ville. Exactement. Il faut que tu aies 75% de bien-être minimum pour que l'immigration fonctionne. Si c'est en dessous, les gens ne viennent plus. Ouais, et ça, je trouve ça c'est assez rare, en fait, ce système dans les jeux, et je trouvais ça beaucoup plus sympathique. Il n'y a pas de combat. Oui, en plus. T'as pas le truc de oh non, ils vont tout me détruire, machin. Non, t'as pas de combat, t'as pas de. Le côté. C'est comme. C'est l'autre jeu dans le même genre, c'est Manor Lords. Ouais. Manor Lords qui se passe aussi au Moyen-Âge, mais là par contre, tu as la guerre. Ouais, mais c'est chiant les jeux comme ça quand tu veux être un peu pépouze parce que du coup, tu dois rusher le début et si tu fais une erreur, en fait, t'as pas le temps de rattraper, tu te fais raser ton village, quoi. Donc. Là, au moins, tu là, non. Non, absolument pas. Tu prends vraiment ton temps, tu gères un peu... parfois, tu peux faire quand même des conneries, mais ça se rattrape toujours un peu avec le temps. Oui. Genre, t'as dépensé un peu trop d'argent dans l'évolution, parce que tu gagnes donc des ressources, mais t'as aussi des pièces d'or que tu gagnes, mais que tu peux aussi perdre si tu gères mal tes reventes au niveau commercial. Et tu te retrouves avec, j'ai fait tout évoluer plein de trucs, et puis je me suis retrouvé avec plus que 5 pièces d'or. Je fais, je suis un peu coincé parce que, voilà, j'ai trop dépensé. Oups. Mais bon, voilà, tu apprends des conneries, hein. Mais voilà. Et puis après, tu vois tes villageois, un par un, ils ont chacun des prénoms et des noms de famille. Oh. Tu crées ton clan, et puis tu peux les gérer. Plus t'as de monde, plus ta liste de villageois, elle est super longue, quoi. Il y a un petit côté Sims quand même, ouais. où tu suis quand même un peu des personnages. Ouais, un petit côté, ouais. Mais franchement, c'est super paisible et voilà, c'est moyenâgeux, ça change un peu des villes classiques. Et moi, j'attends la démo aussi de Hollywood Animal. Oh oui, j'ai vu passer ça tout à l'heure, ouais. Qui est un jeu de gestion avec une histoire qui se passe dans les années 50, je pense, encore une fois, oui. où ça commence. Jeu de gestion d'un cinéma, avec toute la partie discussion, pot de vin, trahison et machin, voilà. Il a l'air magnifique en plus. Et il a l'air magnifique, et je pense que la démo, elle arrive dans un mois. Cette semaine, je crois. C'est dans une semaine, c'est pas en avril, lui. Ah non, c'est sa sortie peut-être en avril. Oui, cette semaine il arrive parce que je l'ai vu dans les news aujourd'hui, donc je crois que la démo elle sort cette semaine. Je saurais pas te dire quel jour, mais. Je vais regarder ça tout de suite. Je l'ai mis de côté, donc je vais retrouver. Ah oui, non, c'est ça. Je l'ai mis de côté aussi. Il sort le 10 avril 2025. Et la démo, je vois pas. Attends, je te dis ça. Ah bah si, le 14 février normalement, mais pourtant je l'ai pas vu. Ils me disent que la démo est déjà là, mais je vois pas le bouton démo. On nous aurait menti. C'est pas grave, en tout cas voilà, c'est gestion de tout ça avec le côté réaliser des films, gérer les trucs en même temps avec la débauche, les compromis,
Et des trucs un peu dégueulasses, si je quoi. peux me permettre, nous avons dit une bourse, ça se déroule dans les années 30. 30, Le early access, il arrive le 27 février. Voilà. Bah ici, en fait, je suis sur la page Steam et c'est ça que je vois. Le février, 14 février, Love and the Demo. Ah oui, non, en fait, la démo s'est terminée le 14 février, c'est ça, un truc. Voilà, j'avais mal lu, mais c'est pas grave. De toute façon, si ça arrive ici dans une semaine, je vais sauter dessus, puis c'est tout. Bon, voilà. Voilà. Les jeux de gestion. Miam, miam. bien. Et il y a aussi un Two Point Two Point Museum qui sort en early access. Je vous probablement rappelle, cette semaine. Two Point, c'est une série qui est commencée avec Two Point Hospital, Hospital. qui est par les anciens créateurs de Theme Hospital, un vieux jeu qui était sur PlayStation, Mes jeux préférés. PC et PlayStation 1, jeu de gestion d'hôpital très drôle où tu avais des maladies débiles comme la maladie Elvis ou la maladie du crâne qu'il fallait dégonfler, etc. Oui. Et donc ils ont fait Two Point Hospital, ils ont fait Two Point University, Ouais. et là ils Je l'ai font Two poncé, Point celui-là. Museum. Ouais. University? Ouais. J'y ai même pas lancé. Je Non, t'avouerai, il est sur le Game Pass. Oui, je sais. Je sais, mais là, sur la console, pour l'instant, c'est Mafia 3 que j'ai relancé. Parce que je l'ai pas encore terminé. Bien. J'ai fini le 2 il y a à peu près un mois. Enfin, refini le 2 d'ailleurs. Et puis là, le 3, et c'est dur. Et il met un bon message. Attention, hein, on est dans les années 60, après la guerre du Vietnam. Il y a des termes qui vont être Ceci dits. a mal vieilli. Voilà. Et il y en a un requin qui vient d'arriver. Oh. T'es jaloux parce que moi aussi j'ai un requin, mais moi j'ai... Ouais, je voulais faire un happening. Happening. Baby Voilà. Shark. C'était mon récap qui a pris un peu plus de temps, mais voilà, il y avait plein de trucs qui c'était cool. Justement, Elodie. Oui. De ton côté, toi, tu as une recommandation, je suppose. Vu, Oui. vu les adjectifs que tu as placés, je suppose. Qui est un film. Un film, oui, tout à fait. Et alors, je pense que vous pouvez marquer ce jour d'une croix blanche parce que ça va peut-être pas arriver une seconde fois, j'allais dire de sitôt, mais peut-être jamais en fait. Je retiens mon je vais souffle. Je vais vous recommander Juste une... je viens de voir qu'il y avait un message sur le chat de monsieur David Rampillon, hein, que l'on Bon, salue. monsieur David Rampillon. Pourquoi elle a pas de verre? Le public veut savoir. Le suspense est à son comble. Parce qu'elle a oublié qu'elle a la flemme de descendre d'un étage pour aller le chercher. Ce qui est bien, c'est que tu as... Et Elle a bonsoir. des étages. Et ce qui est bien, c'est que elle a pas de verre, tu l'as mis au singulier, sinon c'était dégueulasse. Moi, c'est l'avantage d'avoir un domicile avec un seul étage. C'est Voilà, ça. Elle vit dans un château. Bon voilà, désolé. Sinon, ça aurait été des lunettes avec un S. Ah oui, non, c'est sans le... oui, effectivement, je suis fatigué, j'arrive plus à écrire. Non, mais c'est pas grave. Elle a des verres et c'est sale. Elle a pris un vermifuge. Bon, après, le film. Oui, donc, et c'est bien, tu as comme ça rallongé un petit peu le teasing. Je vais vous recommander une comédie française. Oh Il en a craché son verre d'eau. Je me suis étouffé. Et alors, je vais vous parler d'une comédie française qui va vous surprendre par son audace, son rythme effréné et son cœur débordant d'humanité. Et non, Palace. je ne parle pas d'un fromage. Palace. C'est les Tuches 5. Non. Oh, quelle horreur. Non, je vais vous parler de En Liberté, un film qui réussit à mêler rire et émotion avec une finesse rare. Et alors attention, c'est En Liberté, point d'exclamation. Ça fait tout. Hein. Je sais jamais pourquoi les gens mettent la ponctuation dans les titres de films, mais écoutez, ça leur fait plaisir. En Liberté, c'est une comédie décalée réalisée par Pierre Salvadori qui est sortie en 2018. Avec au casting Adèle Haenel, Pio Marmaille et Damien Bonnard en tête d'affiche. C'est disponible sur Paramount+, et c'est une petite pépite qui vous raconte l'histoire de Yvonne. Déjà, c'est pas souvent qu'on a une Yvonne dans un film, surtout quand elle est jouée par Adèle Haenel. Yvonne, elle est inspectrice de police et elle découvre que son défunt mari, héros local, qui a droit à une statue en son honneur, était en réalité un flic corrompu. Et déjà, coup dur. Et pour chercher une certaine forme de rédemption, elle va décider d'aider Antoine, qui est joué par Pio Marmaille, un homme Non, c'est Dédé ou Antoine?
Dédé. C'est Antoine. Un homme injustement emprisonné à cause J'ai eu mal aux oreilles. Hein. Pardon. Oui, ça Injustement m'a fait du emprisonné bien. à cause de lui, sauf qu'en fait, Antoine, il est devenu complètement timbré pendant qu'il était en prison. Et en fait, il est un poil violent aussi. Un poil. Ce film a quand même reçu plusieurs nominations au César, mais il est un peu passé inaperçu, j'ai l'impression. Mais voilà, je vais vous donner toutes les raisons pour vous plonger dedans parce que pour une fois qu'on a une bonne comédie française à se mettre sous la dent, écoutez, il faut pas la laisser passer. Les personnages, déjà, ils sont incroyablement attachants. On a donc Adèle Haenel qui incarne Yvonne avec un mélange de fragilité et de détermination. Elle nous embarque dans des dilemmes moraux en restant hilarante dans ses maladresses parce que, ok, c'est une comédie, mais en vrai, il y a un vrai message de derrière avec Yvonne qui veut pas non plus salir la mémoire de son mari qui est mort en héros. Mais en même temps, est-ce que c'est bien de excuser tout ce qu'il a fait de mal et de laisser ce pauvre Antoine qui sort après des années de prison alors qu'il avait rien fait, le pauvre. Et justement, Pio Marmaille qui joue ce Antoine, et il est absolument génial. Il joue un Antoine complètement paumé mais assez touchant. Il oscille, on va dire, entre le comique pur et une certaine vulnérabilité. Il y a une belle alchimie entre les deux et en fait, c'est vraiment un duo comique qui fonctionne très très bien. Et puis, petite mention spéciale à Damien Bonnard qui campe un collègue dévoué, un peu lunaire, un peu bébête, un peu maladroit, qui ajoute quand même une belle dose d'absurde et lui aussi est fantastique dedans. Ce qui frappe d'emblée, en fait, c'est la mise en scène de Pierre Salvadori parce qu'il joue avec il joue avec les codes de la comédie et du polar. Mais en les fait, cordes. Ne fais pas ça. Et alors, Pose il peut cette aussi- corde. il y a, franchement, il y a une scène dans un donjon, exactement comme vous l'imaginez, qui est absolument succulente. Il y a des cordes. Un donjon. Il y a des dragons. Pas ce genre de donjon. Il y a plus du latex. Ah. Ouh. Et donc en fait, on a quand même des scènes d'action, notamment celle, il y a plusieurs scènes parodiques où en fait Yvonne elle rêve de son mari en héros parce qu'en fait tous les soirs pour endormir son fils, elle raconte des scènes qui en fait sont jamais arrivées, hein, mais de comment papa était un héros. Et en fait, ces scènes, elles sont à mourir de rire parce que, en fait, c'est chorégraphié comme des scènes d'action, de thriller et tout, mais en même temps, c'est très burlesque, c'est très drôle. Il y a un peu un petit côté zaz de limite, t'as les coups de poing qui font paf, quoi. C'est un peu, il y a un petit côté ridicule, mais extrêmement bien chorégraphié, quoi. C'est très qualitatif, en restant très drôle. Et l'autre point fort de cette comédie, c'est quand même l'écriture. C'est un peu la base de la comédie. On a des super dialogues bien ciselés, et finalement, l'histoire tombe jamais dans le prévisible, ce qui est un peu malheureusement trop le cas des comédies françaises. On a eu aussi Déjà un bon point, l'affiche était pas en bleu avec écrit en jaune, donc. Oui, c'est vrai. Voilà. J'avoue. On a aussi une bande-son qui est signée Camille Basbas qui accompagne le film avec légèreté et dynamisme. C'est une comédie qui est vraiment pétillante, même si... C'est la base-base. C'est la base-base. En fait, je sais pas, tout fonctionne bien. C'est un tout où, comme un puzzle qui s'imbrique, il y a rien qui est à jeter. Même au niveau rythme, tout s'enchaîne très bien. Il y a pas vraiment de longueur. Et au niveau du message, comme je disais, en fait, il y a quand même un vrai fond. Parce qu'il y a cette quête de la vérité de voilà ce héros qui finalement n'en était pas un. Il y a cette question de la rédemption et puis on parle aussi beaucoup d'amour. C'est presque une comédie romantique en fait ce film. Et pour que je vous dise que j'ai regardé une comédie romantique et que je l'ai bien aimée, c'est que vraiment c'était fantastique. Et en fait, ce qui est beau dans tout ça, c'est que Salvadori, il aborde toutes ces thématiques avec beaucoup de légèreté, mais il y a un vrai fond de sincérité qui Et beaucoup qui va... de gel lubrifiant. Oh. Non, parce qu'il a un peu de mal à enfiler la combinaison quand même. Bref, c'est un film qui plaira aux amateurs de comédie intelligente et aux cinéphiles qui aiment être surpris. Il n'y a pas besoin d'être fan de polar ou de comédie romantique. C'est vraiment un film qui transcende les genres et qui s'adresse à tous les amoureux du cinéma et de la comédie. C'est vraiment une bouffée d'air frais dans le paysage des comédies françaises. Il y a vraiment un scénario qui est inventif. Il y a des super acteurs investis. Il y a des scènes qui
qui mélange vraiment du rire sincère. J'ai vraiment ri devant ce film, c'est pas juste j'ai soufflé du nez. Et puis il y a pas mal de moments d'émotion. Ça mérite clairement d'être vu, et j'ai pas dit tout le casting, là je vous ai dit que les rôles principaux, mais en vrai il y a pas mal d'autres têtes connues dedans, et il y a vraiment... il y a vraiment des gags. Je veux pas vous raconter les gags parce que ça serait vraiment gâché, mais il y a un running gag du mec qui a découpé sa tante qui est absolument fabuleux. Et, et vous comprenez tout de suite pourquoi ça me fait rire. Et en fait, dans ce film, même, donc ce gag-là, en fait, on retrouve un acteur, je vais pas vous le divulgacher non plus, mais on retrouve un acteur que vous avez forcément déjà vu, qui a toujours des petits rôles. Et en fait, c'est aussi beaucoup ça, c'est que même dans les petits rôles qu'on voit 5 secondes, vous allez retrouver que des visages connus de la comédie française, et qui sont très bien employés dans ce film. Donc voilà, ça dure à peu près un peu moins de 2 heures, c'est sur Paramount+, et voilà, ça sera une belle soirée en perspective, pas de prise de tête, beaucoup de charme, donc allez-y, foncez, ça sera peut-être la seule comédie française de bien que vous verrez cette année. Qui date de 2017. Qui date de 2017. Bah oui, mais écoutez, je l'ai pas connu à ce moment-là, donc il est jamais trop tard pour rattraper. Et écoute, en même temps, vu que t'as parlé de Salvadori, moi je me suis dit, il y a un film qui est bien. il a 30 ans. C'est Les Apprentis avec Cluzet et Guillaume Depardieu, quoi. Ah oui, mais je l'ai même pas vu celui-là. Tu l'as pas vu? Non. Ah, c'est génial. Non, C'est bah, génial. écoute, j'avoue. Ouais, Les Apprentis. Je sais pas si on peut le voir facilement quelque part. C'est une bonne question. Parce que, ouais, non, apparemment, non. Si, en location. Tu trouveras quoi. peut-être le DVD à 2€ dans un Lidl. Oui, il y a des chances. Mais il est vraiment très très bien. C'est un romancier dépressif. Il est colocataire avec un autre. Ils font des combines débiles pour gagner un peu de fric, et ça finit un peu. Ça part en couille très vite. Mais c'est très drôle. Et puis en fait, contrairement à son père, Guillaume Depardieu. Il a moins de soucis, il a moins de casseroles au cul. Bah, il est surtout mort maintenant, mais bon. Bon, bah, on a tous des défauts. Écoute, Mais hein. il était bon acteur. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir passer à toi, Florian. Oui, Et attention, tu veux bien? j'espère. Tu veux Soyez pas? prêts. Hein. Si. Il a bien voulu finalement. C'est les news. C'est les news, effectivement. Je tiens à remercier Sarah pour son aide précieuse, donc pour réunir les news que je vais vous présenter ce soir, donc notamment pour les thématiques que je ne maîtrise absolument pas. Donc on va commencer par les thématiques que je maîtrise à tout seigneur, tout honneur. On va commencer avec James Bond. Donc James Bond qui change de main. Et jeudi après-midi, il a été annoncé que, grâce à un nouvel accord entre, d'un côté... Il change de main, James Bond. Il change de main. De gauche maintenant. C'est ça. C'est James Bond. Oui, et il a 2 pieds gauche aussi, comme au foot. Il a été annoncé que grâce à un nouvel accord entre Amazon MGM Studios et les producteurs historiques de Bond, Eon Productions, le contrôle créatif de la franchise serait maintenant entre les mains du studio. Auparavant, c'était Barbara Broccoli et Michael J. Wilson qui avaient le dernier mot sur toute l'exploitation du personnage. Ils ont notoirement refusé de faire des spin-offs, mais ils avaient donné leur accord pour un jeu télé qui s'appelle Road to a Million, qui avait été diffusé sur Prime. Peu après cette annonce, Jeff Bezos a posté sur son Twitter et son Instagram qui les fans pourraient voir comme en tant que James Bond, et donc plusieurs fans ont apparemment spammé les mentions de Henry Cavill et donc plusieurs autres acteurs en vue. Donc tout n'est pas forcément terminé pour Eon. Dont Patrick Timsit. Donc Patrick Timsit. J'espère pour lui, hein, franchement, ça serait génial. Puisque si Michael J. Wilson donc, prend sa retraite, Barbara Broccoli va continuer donc à la tête de la société, et elle va juste se concentrer sur les autres projets qu'elle a en développement au théâtre et au cinéma, et qu'elle peut aussi contrôler créativement. Sans se prendre le chou. Sauf sans se prendre le chou. Et l'équipe créative, l'identité du nouveau Bond et la date de sortie du 26e épisode restent encore inconnus, comme Pascal Légitimus. Nouveau projet... Bernard Campan, voilà. Donc, T'en as oublié un? bah oui, il y a Didier Bourdon. Merci. Non, en fait, je pense que c'est Alain Chabat qui doit faire James Bond. Oh oui. Ça fera un peu... Y a-t-il un pilote finalement? Oui, mais ça voudrait dire que James Bond a la voix de Shrek.
Et alors Et alors Bah maintenant, je veux voir ça tous les jours de ma vie. Voilà. Bon, vas-y, continue, Florian. Il y a un nouveau projet pour Éric Rochant sur Canal+. Dans une interview au Point paru aujourd'hui, le directeur de la création originale de la chaîne, Olivier Bibas, a confirmé une série en 8 épisodes qui s'appelle Secret People. C'est comme Secret People, mais c'est en anglais. Ce sera une série d'espionnage international, donc en dehors de la DGSE du Bureau des légendes, qui mettra en scène des espions de différentes agences autour d'un enjeu à haut risque. Le tournage est prévu en 2026 pour diffusion en 2027. Sachant que Éric Rochant est aussi en cours de tournage sur une production qui s'appelle Bondy, avec sans le T et sans le S. C'est un thriller en Martinique, donc un thriller criminel qu'il a produit et co-créé avec Capucine Rochant. Donc ça arrivera avant. Je continue, est-ce que ça vous dit quelque chose, Secret People? Non. Non. Franchement, non. Il faut changer de registre à un moment donné. Enfin, c'est pas parce qu'il y a un truc qui a marché qu'après il faut le décliner en 23 mais recettes, c'est surtout, quoi. enfin, moi je me suis arrêté sur le titre, en fait. Ça fait très télé-réalité et je ne m'attendais vrai. pas, quoi. C'est Secret People, quoi. Enfin, C'est le titre définitif ou il y a encore moyen mais qu'il dise je sais pas. C'est le titre qu'a sorti Olivier Bibas. Voilà. Et son documentaire sur Nutella, finalement, il le fait ou pas, Éric Rochant? Parce que je veux voir les Ferrero Rochant, moi, c'est... Yes. Voilà. Yes. Bravo. Désolé. Et en plus de ça, j'ai trouvé un nouvel outil Non, mais qui permet de montrer le chat Non, en mais- live. Donc... Ça m'a C'est fait ça. j'apprécie beaucoup, C'est m'a ça, donc fait en mal fait, au nez. et c'est pour ça que vous devez participer au chat en live, en fait, c'est parce que du coup, il va spammer tout le reste du segment avec la fonction qu'il a découvert. Ouais. 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 Je continue. Oui, vas-y. Bref, 2 a signé le meilleur démarrage d'une série star en France sur ses 5 premiers jours de sortie. Ça a été annoncé vendredi par Disney+, sans pour autant préciser ce que ça implique en termes de chiffre d'audience ou d'impression générale. Mais s'ils sont contents, on est content. Le co-créateur de la série Bruno Muccio, alias Navo, a précisé donc en promo que Disney+ n'avait pas demandé de saison 3 et que la porte reste ouverte à toutes les possibilités, même si la saison 2 a été conçue avec une fin, je cite, qui se tient bien en elle-même. Affaire à suivre. Oui, mais non, à un moment donné... Alors, par rapport à Bref... déjà à l'époque de Bref 1, Kian Kojandi avait dit dans pas mal de presse que en gros il voulait pas faire une saison de plus pour pas faire la saison de trop et que en fait son truc était parfait comme ça, blablabla. On se retrouve 13 ans plus tard avec une nouvelle saison, donc on peut pas dire jamais, et voilà, mais là clairement vu comment ça se termine, ou alors si, mais dans 10 ans pour ses 50 ans, quoi. Mais c'est Kian Kojandi qui va être casté en James Bond, hein, parce que jamais plus jamais. Ouais. Je sais pas si j'ai envie de le voir celui-là par contre. Mais ça serait le premier James Bond chauve. Hein. C'est vrai. Retour de Jury Duty sur Prime Video pour une saison 2. Toujours avec la même équipe créative, dont le showrunner Cody Heller et le tandem Eisenberg-Schupnitsky à la production. La saison 2, surprise, a déjà été tournée en loose D, avec un dindon de la farce et un thème général de David contre Goliath. L'idée, c'est qu'une PME part en séminaire et elle est remuée lorsqu'un Goliath belliqueux tente de déstabiliser l'entreprise. Voilà, donc on ne sait pas quand est-ce que ça débarque, mais c'est déjà en post-production. On n'en sait pas plus. Désolé, mais le James Bond aveugle, je l'imagine en train de se présenter, et alors il est derrière une porte. James Bond. On te voit pas, du con. Voilà. James Bond, James Bond. Ouais, mais je suis derrière, les gars. Voilà. Bon, bref, vas-y. Retour d'Andor pour une saison 2. Enfin, d'ailleurs, Mathieu est prêt pour Andor, d'ailleurs. Hein. Ouais. Oui, donc, retour faut que d'Andor je sur rattrape une la saison 1, mais oui. Pour une saison 2 au deuxième jour du printemps sur Disney+, qui sera le 22 avril. Saison 2 de 12 épisodes à nouveau, et puis s'en ira. Voilà. L'endorphin, quoi. S'en ira l'endorphin. Oui, endorphine. C'est à peu près. Oui. Bon, celle-là, elle n'est pas validée. Écoute. Écoute, il y a une technique qui est simple. Si tu veux donner de bonnes choses, il faut
tout donner. Il y aura de la merde dedans, mais au final, tout va sortir. C'est Ok. comme ça, avec l'humour. J'ai pas pris mon petit ami pour trier. J'ai cherché le jeu de mots. Là, il y en a pas. pas. Ok. Les SAG Awards, animés par Kristen Bell, étaient diffusés en direct cette nuit sur Netflix. Et si vous n'avez pas envie de voir le replay, ou si vous avez envie de voir le replay, spoiler alert, le casting de Conclave a remporté le prix du meilleur ensemble. Demi Moore a été sacrée meilleure actrice pour The Substance et Timothée Chalamet en meilleur acteur pour A Complete Unknown. Côté acteur secondaire, c'était Zoé Saldana pour Emilia Pérez et Kieran Culkin pour A Real Pain, qui sera en salle française ce mercredi. On va passer à l'actu DC Studios, et donc il y a plusieurs actus DC Studios à vous partager. Ça va être un peu long parce qu'il y a eu énormément de choses qui sont tombées depuis vendredi. Tout d'abord, il y a Keanu Reeves qui a partagé que Constantine 2 est en développement actif avec un feu vert pour écrire un scénario. Francis Lawrence, donc, qui est le réalisateur du premier et qui a réalisé aussi quelques films Hunger Games, serait toujours à la réalisation, et ça fait une décennie qu'ils veulent le faire. Donc voilà, c'est du concret en termes au moins de commandes de scénario. Et la grosse news, c'est qu'il y a une conférence de presse des boss de DC Studios qui s'appelle James Gunn et Peter Safran, donc rien à voir avec la Citroën, vendredi. L'embargo a été levé ce soir, beaucoup de choses en production ou qui s'apprêtent à rentrer en prod. Une voiture qu'elle est bien de conduire. Il y avait soit le jeu de mots avec la Citroën, soit le jeu de mots avec l'épice en fait, mais je sais pas dans quel plat va le mieux avec le safran, c'est pour ça que Sarah aurait dû faire les news. Le safran, tu le mets dans la paella. Ouais. C'est tout. Ou dans un riz iranien, tu le mets dans du riz en Fais ce général. que tu veux de ta vie. Oui, après, c'est ça. Vu le prix que ça coûte, tu fais un peu ce que tu veux. Ah, l'épice c'est niveau... David dit que l'épice c'est niveau Fred, je Ouais, suis pas loin de... Je l'ai vu. Mais bon, voilà, on n'est pas dans Dune. Pas dans Dune. L'épice. Ah oui, l'épice, effectivement. C'est pas un film avec Chalamet qui Lisan pisse Al-Gaib. derrière une dune. Voilà, et le Lisan Al-Gaib dont je voulais parler, c'est un nouveau réalisateur pour Clayface qui va être le... Ah, je croyais que c'était une nouvelle voiture. Non, ça c'était la Safran. Mais non, le Nissan Al-Gaib. Nissan Al-Gaib. J'ai un beau Nissan Al-Gaib, tu vois, c'est un 4x4. Non. C'est pas 5 sur 5 en tout cas. Bon, laisse Nouveau parler réalisateur. Florian. Nouveau réalisateur pour Clayface, face d'argile. Non, bon. Le personnage d'ici qui sera adapté au cinéma pour la première fois au sein du DCverse. Donc il a signé le réalisateur de Speak No Evil qui s'appelle James Watkins. Jeff Wadlow, qui était réalisateur de Kick-Ass 2 et Action en vérité le film, était en lice mais n'a pas été retenu. Jeff boit de l'eau. Le scénario est toujours signé Mike Flanagan. Je t'ai dit que j'avais écrit des vannes. Le scénario est toujours signé Mike Flanagan et le casting devrait débuter sous peu selon Deadline, le sortie annoncée au 11 septembre. Et donc aux États-Unis et en France, c'est aussi la case que Warner choisit pour faire des films d'horreur du type La Nonne ou encore Ça. Et Clayface, je rappelle aussi que c'était un des personnages secondaires d'Harley Quinn, dont la nouvelle saison est diffusée sur Max. Oui, désolé, mais quand j'entends Mike Flanagan, à chaque fois, je pense à Flagada Jones. Et je peux pas imaginer, je l'imagine, le Flagada Jones en train d'écrire des séries d'horreur. Voilà. Je pourrais jamais le prendre au sérieux, Mike Flanagan. Ça m'embouche un coin. Hop, je débouche. Elle continue. Toujours pas de scénario pour The Batman 2, date de sortie toujours prévue pour octobre 2027, donc on fait confiance au gars Matt Reeves pour déjà tenir les délais. Le Guadagnino, le réalisateur de Suspiria, voilà, est toujours dans la course pour faire un film d'ici qui s'appelle Sergeant Rock avec un tournage cet été, ce qui dépend du casting. Et d'ailleurs, pendant la conférence de presse, Gunn et Citroën ont démenti que Daniel Craig était dans la course. En dehors de ça, pas beaucoup de progrès sur ce qui avait été annoncé il y a 2 ans. Côté télé, ça bouge un tout petit peu plus. Donc il y a Peacemaker saison 2 qui est confirmé sur Max pour août, avec sans doute une projo au Comic-Con de San Diego. Waller, avec Viola Davis à la tête de sa propre série en tant que
Amanda Waller, a été impactée par les grèves. On ne sait pas trop si ça va revoir le jour. La production de Lanterns, ça c'est un tout petit peu plus solide, c'est coécrit par Damon Lindelof, et donc ça a démarré pour arriver sur Max début 2026, avec entre autres Kyle Chandler, donc voilà, c'est la série Green Lantern qui a mis des années à se faire, donc qui est sous une nouvelle incarnation. Et enfin, malgré le flop du film, il y a quelques années de ça, l'équipe de Blue Beetle va poursuivre l'aventure en série animée, qui serait la suite directe du film. Et donc à ce sujet, DC Studios, donc pour contrer donc leur concurrent Marvel Studios, ont annoncé que à terme ils devraient sortir 2 films en prise de vue réelle par an et un film d'animation, et à peu près la même chose en côté télé-streaming. Et en film d'animation, ils sont en pré-production sur un film autour des 2 versions de Robin qui étaient aux côtés de Batman, qui s'appelle le Dynamic Duo. Je n'ai pas noté le nom des personnages, donc les fanboys iront voir à qui je fais référence. Et enfin, ils ont également donné le feu vert à 3 séries d'animation pour les kids. My Adventures with Green Lantern, on y revient. Starfire, qui était une série CW, et DC Super Powers, qui... je suppose qu'en fait, c'est les super pouvoirs qui sont leurs propres super-héros. Enfin, je sais pas. On a arrêté c'est sur un concept. Ah ouais, c'est un concept. Et à noter que pendant que DC ouvre toutes les vannes des projets, à l'inverse, Marvel, ils ont tout mis en pause côté série et ils veulent revenir vers un modèle plus qui ressemble à ce que fait la télé, à faire de la commande de pilote et compagnie. Et ça serait peut-être bien qu'ils le fassent un peu tous, parce que là, le déferlement de merde de tout ce que je suis désolé. Torrent de merde qui déferle. De tout ce que tu m'as On dit appelle là, ça le Clayface. Dans l'univers d'ici, le torrent de merde, c'est Clayface. Ouais, Frédéric. d'accord, mais tout ce que tu viens de citer là, il n'y a absolument rien qui me donne envie. Mais rien. Parce qu'il y a très peu de personnages qui sont connus, en fait. Même Ah moi, non, je on fais fait les le fans, fond les de mecs. tiroir. Même, c'est surtout que les super-héros, j'en ai ras le cul. C'est tout. Voilà ce qu'il y a. Et On j'ai n'en oublié. peut plus. Voilà. Moi, je veux le Blue Waffle. Comme la gaufre. Hein. Ouais, tapez Blue Waffle dans Google Images. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Non. D'accord, je le fais pas. Non. Alors, CBS n'a pas commandé une série Blue Waffle, mais elle a confirmé le renouvellement de 9 séries pour la saison 2025-2026. Allez. Parmi elles, Ghosts, version US, qui bénéficie, elle, d'une commande de 2 saisons supplémentaires. N'oublions pas que Ghost France arrive aussi. Tout à fait, début avril, avec, fin mars. Ouais, avec Tiffen Daviou, entre autres. Oui, entre autres, avec une quinzaine d'autres acteurs. Et donc, en plus de Ghosts, il y a eu Tracker, qui est diffusé sur Disney+, Fire Country, qui est diffusé sur Paramount+, NCIS, mais aussi NCIS Origins, et aussi NCIS Sydney, et encore, pas NCIS, mais Georgie et Mandy's First Marriage, également Elsbeth, et également, pas une série, mais un jeu, Hollywood Squares, également l'Académie des 9 en France. De nouveaux programmes qui viendront également enrichir l'offre de CBS, notamment un spin-off pour Fire Country avec 2 fois plus de mecs à poil, non, torse-poil, pardon, qui s'appelle Sheriff Country. Ça également, m'intéresse. écoute, Avec Morena Baccarin. voilà, Elle sera peut-être moins torse-poil. elles sont pas torse-poil, mais ils sont en attente de caster le torse qui va avec. Pas de tété. Donc il faut pas de torse au règlement avec Fire Country. Allez. Donc ça s'appelle Sheriff Country, et également une série dérivée de Blue Bloods qui vient enfin de se terminer donc en février, et du coup ça serait avec Donnie Wahlberg qui reprendrait du service au sein de la police de Boston. Ça s'appellerait Boston Blue. Et enfin The Road. Et enfin The Road, une nouvelle compétition musicale qui n'a rien à voir avec le film post-apocalyptique que vous devez connaître. Oui. Pour répondre à David dans le chat, The Pit, oui. Enfin, moi j'ai vu. C'est renouvelé, et c'est très très bien que ce soit renouvelé, parce que la première saison, en tout cas jusque-là, parce qu'elle n'est pas encore terminée, précision, c'est très 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 bien. Mangez-en, mais ne regardez pas en mangeant devant. Voilà. Je suis le seul à avoir regardé The Pit, c'est ça? Oui, bon, moi je le regarderai d'ici 2 à 3 ans, comme d'hab. Je l'ai pas, C'est j'ai pas fini le premier épisode, j'ai pas eu le temps. Ah, Mais je vous crois tous que c'est très très bien. c'est très très bien, mais vraiment le premier épisode, j'insiste, pas en mangeant. On va passer aux petites actus musicales.
avec donc une actu malheureusement nécro qui est la mort de Roberta Flack qu'on a appris aujourd'hui à 88 ans. Roberta Flack, c'était une chanteuse, autrice, interprète plus connue pour sa reprise de Killing Me Softly with a Song qui donc a connu un succès mondial lorsque les Fugees l'ont repris en 1996. C'est également une éducatrice et c'est aussi quelqu'un qui a enregistré un des derniers albums communs avec la légende Donny Hathaway avant sa mort tragique au milieu des années 70. C'est vraiment c'est vraiment une pianiste, musicienne vraiment de légende. Je tiens à signaler qu'il y a un documentaire de PBS donc consacré à sa carrière et ses engagements qui existe, qui avait été diffusé l'an dernier sur Arte sous le nom Roberta Flack, piano, voix et combat. Et donc ça résume très très bien, donc voilà, comme je dis, son engagement, sa dextérité à reprendre aussi des standards tout en restant fidèle à sa propre identité. D'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai appris que Killing Me Softly, ça n'est pas sa chanson originale, c'est une reprise de standards obscur qui était sorti 1 ou 2 ans auparavant. C'était vraiment sa spécialité. Donc c'était vraiment se réapproprier des standards pop de l'époque. Voilà, donc c'est très très triste. J'espère que Mathieu est prêt pour la sortie du prochain Lady Gaga qui s'appelle Mayhem, qui sort le 2 mars. Et à ce propos, elle a lâché une semi-info alors qu'elle faisait une interview à Vanity Fair avec un thème détecteur de mensonges. Donc je savais pas qu'on pouvait faire ça avec des superstars, donc tant mieux pour eux. Donc la sortie de l'album pourrait être accompagnée d'un titre qui serait une suite spirituelle à téléphone. Et donc elle a répondu qu'il y aura bien une suite, mais qu'elle ne saurait pas quand est-ce que ça sortira. Elle était encore sous détecteur de mensonges. Et également le clip de Jonas Åkerlund donc pourrait avoir une suite avec un featuring de prestige, donc le retour de Beyoncé. Le tout 17 ans après la sortie de ce titre. J'y crois autant que la sortie du nouvel album de Rihanna, tu vois, en termes de quand ça va sortir. Bon, tu ne penses pas que ça sera dans le tracklist Absolument de cet pas. album-là. Sinon, on pourra me frapper. Mais ça fait 10 ans qu'elle dit ça, donc voilà. Après, je voudrais juste aussi dire un truc. Voilà, tu as traité quand même Attention. Perry Como de obscur. Voilà, pour Killing Me Softly, c'est pas si obscur que ça. C'est un crooner, voilà, qui était un peu à l'arrière de Sinatra, etc. Mais Perry Como, au niveau nord-américain, c'était quand même un grand nom. Voilà. Et puis, c'est pas 2 ans avant. C'est sorti la même année. Ah oui. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, non, mais après, c'est vrai que c'est pas la plus connue, mais Perry Como, ouais, ça dépasse rarement le Nord-Amérique. Voilà. Je vais continuer. Et donc il y a Aya Nakamura qui a dépassé 1 milliard de vues sur YouTube avec le single Jaja, et elle rejoint un club fermé d'artistes noirs qui ont atteint donc ce record, dont Beyoncé, Rihanna et Whitney Houston. Et j'ai aussi appris que c'est seulement le 5e titre francophone à dépasser le milliard d'écoutes, enfin le milliard de vues pour son clip officiel sur YouTube, dont les 2 ou 3 autres inclut Papa Outé de Stromae et Ego de Willy William, un titre que je n'ai jamais écouté de ma life. Bravo madame. De rien. Et on va passer sur la partie plus ou moins jeux vidéo, mais surtout effets spéciaux. Donc voilà, je voulais dire tout mon soutien aux équipes de Technicolor, puisqu'ils sont vraiment en pleine crise. Donc Technicolor, en fait, il faut savoir que donc en plus d'être une énorme machine de post-production, c'est aussi une entreprise qui a de multiples filiales d'animation et d'effets spéciaux. Et là, depuis ce week-end, donc ces filiales sont menacées de fermeture, hein, et ça inclut des bureaux un tout petit peu partout dans le monde, dont à Paris. Sachant que voilà la compagnie d'effets spéciaux The Mill, qui a assuré les effets spéciaux assez brillants de plusieurs saisons de Doctor Who, elle a annoncé un plan de sauvegarde aujourd'hui, et en France c'est Micros Animation qui est menacé. En tout et pour tout, on parle de à peu près 5000 à 6000 emplois à travers le monde. Donc il y a déjà eu des annonces pour les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais voilà, on espère que à la limite, il va y avoir un repreneur qui va éviter la faillite de toutes ces filiales-là.
Côté vraiment jeux vidéo, on a une petite news sur le jeu vidéo d'arts martiaux Sifu, qui va sans doute avoir droit à son film grâce à Netflix et le réalisateur de John Wick. C'est un gros succès qu'on doit au développeur français Slowclap, donc Slowclap qui est apparemment épelé sans le W. Oui. Sifu avait une nature de Souls-like qui implique de réguliers décès, et le jeu réussissait quand même à traduire la complexité et le flow des arts martiaux au travers de... C'était juste génial. Très dur, très punitif, mais le côté viscéral des combats à la Bruce Lee, etc., ça marche vraiment très très bien. Il a été souvent offert dans différents bundles, etc., et même je crois que c'était sur Epic Games, et je crois que pour l'instant il est dans le Game Pass en plus. Moi je vous le conseille, oui, dans le Game Pass. Je vous conseille de l'essayer, mais c'est dur. C'est très très dur. Très 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 dur. Et ce qui du coup sera moins dur, ça sera probablement de regarder le film, puisque c'est une expérience passive. Oui, voilà. Ou alors peut-être ce sera dur parce que ce sera très nul. Oui, et il y a peut-être une chance que ça le soit, puisque le projet de film, il a été annoncé il y a 2 ans avec donc un scénariste plutôt coté qui s'appelait Derek Kolstad, et là ils ont donc juste commandé un nouveau scénario à un mec qui s'appelle T.S. Nolin, qui est inconnu au bataillon. Donc voilà, c'est en tout cas le développement continue du côté de Netflix. Il y a aussi un comeback pour le coup d'anime qui est transféré aux jeux vidéo. C'est les samouraïs Pizza Cats qui vont revenir. Donc c'est un dessin animé des années 90 pour les plus jeunes d'entre vous, dont Mathieu, diffusé sur Feu la 5 et M6 Kids. Voilà. Donc ils vont débarquer en 2026 grâce à un studio néerlandais qui s'appelle Blast Zero, qui est bien décidé à faire ressusciter une licence que beaucoup avaient presque oubliée. Ça s'appellera Blast from the Past, donc Samurai Pizza Cats, Blast from the Past, Blast from les pattes, bon bref. Le titre prendra la direction d'un action platformer aventure action RPG 2D. Enfin en gros, action RPG 2D, on va simplifier les trucs. Avec une direction artistique qui reprendra les codes de l'œuvre originale, enfin heureusement en même temps, avec en plus un filtre qui rend l'image fidèle avec ce qu'on avait sur les écrans cathodiques. Donc en fait le filtre VHS adapté aux jeux vidéo, je suppose. Donc le titre reposera sur un système de switch instantané entre les personnages lors des séquences d'action et de résolution d'énigmes. Chaque chat, puisque là c'est des chats samouraïs, qui possédant des capacités physiques spécifiques et d'attaques spéciales provenant directement de l'anime original. Enfin, un système de montée en niveau et de personnalisation a été implémenté. En explorant Little Tokyo et Doropolis, on gagnera de l'expérience et on collectera des cartes spéciales qui permettront d'améliorer les compétences de chaque gâteau. Donc en gros, on a un jeu ultra générique, mais avec une vieille licence par-dessus. Ça, c'est un jeu à patounes, mais cette fois-ci avec des chats, donc ça colle. Et on apprend que le studio a réussi à faire revenir l'ensemble du casting vocal japonais comme américain. Néanmoins, la news précise que pour la VF, ça risque d'être plus compliqué puisque la plupart des comédiens de doublage qui avaient assuré la VF sont aujourd'hui décédés. Voilà. Et donc on va finir avec 2 petites news sur la partie livre. Il y a une première édition de Harry Potter à l'école des sorciers qui a été vendue samedi aux enchères pour 21 000 livres, et c'est le propriétaire de la maison de vente aux enchères britannique qui a fait la découverte dans une pile destinée à être jetée. Donc en fait ils ont récupéré le livre et il s'agissait d'une édition rare, donc jackpot. Ça savoir qu'il existe seulement 500 exemplaires de cette première édition, et il y en avait 200 pour les librairies et 300 dans les bibliothèques. Et enfin, dernière news, Gallimard lance une nouvelle collection de livres sur l'art qui s'appelle Pop Art, donc avec un petit tiré entre. Cette série propose des ouvrages de 44 pages qui offrent une exploration accessible de la vie et de l'œuvre des artistes, conçus pour tout type de lecteurs. Chaque volume de la collection proposera une vision contemporaine des artistes à travers des textes originaux rédigés par des historiens de l'art reconnus. Sachant que donc le gadget, c'est qu'après avoir lu le livre, les lecteurs sont invités à replier les pages vers la reliure, transformant le livre en une œuvre d'art visible. Et donc ça va être lancé en avril, et les 4 premiers tomes vont être consacrés à Hokusai, Vincent van Gogh, Frida Kahlo et Édouard Manet. Voilà. Stylé.
Ouais. C'est sympa. C'est Merci sympa, pour ces effectivement. news, Florian. Merci C'était très beaucoup. instructif. Encore merci à Sarah aussi pour l'aide. Oui, merci à Sarah. Mathieu, on va jouer. Oui. Hein Je vous ai préparé un Encore perdre. quiz. Attends, est-ce Je que vais perdre, ouais. Mais non, c'est toi qui vas gagner comme d'habitude. Oula. Bah, Attendez. si c'est sur Pixar, c'est non. Hein. Alors, c'est pas sur Pixar. Attendez, je cherche un papier. Par je vais contre, perdre quand par même. contre, devant le micro quand même, hein, s'il te plaît. Je cherche un papier, laisse-moi tranquille. Alors, nous avons Elodie. Vous pouvez jouer à la Oui. maison. Présente. Elodie, avec un Oui. E. Florian Oui, avec il y en a un même F. deux. Flo, bah non, il n'y a qu'un seul Florian, sinon c'est un Fred. Pas de thé par contre à la fin. Juste du Fred. café. D'accord. Alors, je vous ai préparé un à peu presque. Nous allons avoir une dizaine de séries. Attention, gros indice. Ce sont donc toutes des séries. Il va falloir trouver le titre de la série, qui en général est en anglais, mais ça peut être en français. Et donc c'est un à peu presque. Je vais vous dire un titre similaire, mais qui n'est pas le titre de la série, et il va falloir retrouver la série. Et enfin, donc gros indice, ce sont toutes des séries qui ont commencé en 2000 ou en 2001. Pourquoi ces années, me demanderez-vous? Parce qu'il fallait choisir. Voilà. Alors, Ok. je propose que vous créiez votre prénom et j'attribuerai la parole. Non, je Donc peux pas. soyez, On a les dégainé niveaux sur sonores le sont micro. tels. Tu chuchoteras ton prénom. Florian. Attendez, je ne vous entends plus. Il faut que tu Que se passe-t-il susurres ton prénom. Non, je vais Ah, me resservir. c'est Je la vais me fin. resservir de l'eau. Donc quand tu entends un petit bruit Pourquoi d'eau, je en n'ai fait, pas ça va le être. son? Ah, tu n'as Je plus le son. reviens. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et je Attends, remets le son. parlez. Oui. C'est bon. Je Voilà. remets le son. Tout va mieux. Alors, vous êtes prêts les enfants? Oui. C'est parti. Alors, oui. par quoi je commence? Par le début. C'est parti. Laurence et son petit bidon. Ah. Merde. J'ai pas. Ah, Ouais, j'ai plus. T'aurais peut-être dû donner un exemple en fait pour qu'on. Bon, je vous donne un situe le exemple délire, hein. simple. Par exemple, le 10e royaume, le premier patelin. Ah. Ok. Ouais. Donc c'est bon. Donc Laurence et son petit bidon, toujours pas d'idée. Non, parce que j'avais compris le principe, hein, c'est juste que j'ai aucune culture. Oui, là, je le vois plus. Non. J'avais un Personne. truc, mais Aïe aïe Voilà. aïe Non. aïe aïe. C'était Larry et son nombril ou cœur Ben oui, durant voilà. Ah ouais, parce que je cherchais le titre en anglais, j'essayais de traduire dans tous les sens, mais en fait, oui, c'est vrai que Ah le ouais, Ok, oui. je titre vous en français est préciserai si nul. le titre Ouais. est en français et est en anglais. Ensuite. Ok. Nous avons. Donc là, nous cherchons le titre anglais de la série. Ok. ok. Martin sur le côté. Elodie, Malcolm Oui. in the Middle. Oui, bravo Elodie, tu as Bravo. tu prends la tête. Et là, on a jeté la couverture, le plaid. Nous cherchons à nouveau un titre en anglais. Gai comme Ok. un pinson. Elodie, Queer as Folk. Bravo Elodie. Waouh. C'est un record personnel. Oui, là oui, depuis Oui. toujours. Nous cherchons un titre en français. Ouais. C'est bon, j'ai Les perdu. chevronnés. Les experts. Fred, Oui, les experts. bravo Fred. Nous cherchons un titre en français. Un jour tout pile. 24. Oui, bravo. Florian. Ah ouais, ouais. Ah Oui, ouais. oui, 24 heures chrono, ouais. Bien vu, 24 heures chrono. Nous La cherchons, Ramontada. nous cherchons un titre en français ou en anglais. C'est le même pour la série. Exfoliant. Exfoliant. Je suis très fier de celui-ci. Tu peux. Tu peux. Tu l'as ou pas, Flo? Non. C'est une... Alors, vous traduisez le mot exfoliant par un synonyme, puis après vous le traduisez en anglais. Donc c'est complexe, mais vous Oh, connaissez Fred. tous cette série. Oui. Scrubs. Oui, bravo. Fred. Ah ouais. Ouais, Ah, c'est j'aurais joli. jamais pu. Ouais, bon, après Scrubs, c'est les blues aussi. Donc, ouais. Je vois où t'es parti dans ta traduction. Bon, ok. On cherche Très un bien. titre en anglais. Ouais. Au fond du trou.
série. En anglais, t'as dit, hein? Ouais. Oui. J'allais dire surface, mais non, c'est pas ça. Non. J'ai failli dire la même chose. T'as dit quoi? Mais c'est un peu trop. Surface, mais non, c'est pas ça. Non. Hmm. Mais il y a une idée de surface. Gros indice. Oui. Dessous la surface? Fred, sous le soleil. Six Feet Under? Oui, Mais bravo oui, mais Elodie. oui. Ouais. Qui reprend la tête. Hmm. Attention, compliqué celui-là. Randonnée au sommet. Et Florian, on Twin cherche- Peaks. Non, et on cherche un titre en anglais. Ouais. Randonnée au sommet. En anglais. Ça pourrait être aussi randonnée cosmique. Randonnée Tic-tac, cosmique. tic-tac, tic-tac. Ouais, là, Il y a mon cerveau qui vient de sortir par mon oreille. Fred, Ouais. Stargate. Ah, presque. Personne là? T'es vraiment pas loin? Oh, c'est un des autres Stargate. Non. Non. Vous pouvez lui voler la victoire très facilement. Très facilement, en plus c'est humiliant. Ouais, c'est ça. C'est Battlestar? Non, Fred, Star Trek. Oui. Ah! Oui, bah oui, Trek, oui, putain. Ah oui. Oui, non, ah mais le truc, Mathieu, c'est que quand tu disais c'est des séries des années. Moi, j'allais dire Star Trek, mais tu disais des séries Star Trek au début des années 2000. Star Tu Trek vois. Enterprise est sorti en quelle année? Ouais. Je te oui. l'accorde. Ok. C'est ça aussi Ok. que. C'est pour ça que je suis parti sur Stargate parce que je dis bon, Non, mais Star c'est Trek. ça. Mais moi, j'étais là pareil. sur Star Trek, mais je me dis, mais Star Trek, c'est des années 60, donc. Ouais. On cherche Pareil. un titre en français pour une série sortie en 2000. Ok. Sydney l'aventurière. Sydney Fox l'aventurière. Bah, ça vient de le dire. Ouais, ouais. Donc, faut C'est trouver un fort. autre. En français? Fred, Ouais, ouais. Oui. Xena la guerrière. Non. Non, Mais c'est t'as c'est pas l'idée. 2000 en plus. T'as Ça l'idée. aurait été bien. Plus proche. Plus proche. C'est une série d'animation. C'est bon, Florian. Dora l'exploratrice. Oui. C'est si vieux que ça? Maintenant, j'imagine Dora l'exploratrice jouée par. Tia Carrère. Attention. Un des plus compliqués. L'émission de Frangipane. Et on cherche un titre en anglais. un truc- non, Bonne chance, en les anglais. enfants. Non, j'ai dit Fraggle Rock, c'est plus vieux que ça. Je ne connaissais même pas la série. Ah, tu connaissais pas la série? Non. Ça Mais va ça être m'a facile. trop fait rire de trouver ça. Redis, c'était quoi? L'émission de Frangipane. Ok. L'émission de Frangipane. J'ai rien dans la tête là. King of the Queens, mais c'est pas ça là. Florian, That 70s Show. Pas loin, mais non. Hein. Pas loin. T'as un mot correct. Même deux. Oui, mais je crois qu'on l'avait celui-là. C'est le reste qui nous manquait. Vous voulez la réponse? Frangipane. Ouais. Ouais. The Amanda Show avec Amanda Bynes. Oh, je Mais- connais pas. Mais je connais pas. Ah si, C'est pas putain, mon ouais. problème. Ok, et je vois pourquoi Frangipane, Amande. Ouais, mais je connaissais pas. C'était beaucoup trop loin là. Mais non, Amanda Bynes, oui, non, c'était pas bien. Oui, non, mais Allez, oui, un mais tout je- petit jamais dernier, vu vous êtes ça. prêts? Oui. On cherche à nouveau une série d'animation. Le titre de la série que l'on cherche est en français. Mhm. Et l'à peu presque est Appuie sur la religieuse. Je sais pas, mais je veux bien regarder ça. Fred. Ouais. Pushing Daisies. Oh, non. On va être déçus.
Et la religieuse, la personne ou le dessert? Ah bah je sais pas, toi de trouver. Non, ouais, c'est trop dur pour Non, quelqu'un. c'est par le dessert. Ok, Ah, merci. d'accord. Mais merde alors. C'est dur. C'est très dur hein, ton jeu. Elodie et Florian, il faut que vous trouviez, sinon vous allez être à égalité. Écoute, j'en demandais pas tant de toute façon. Un la indice voulez sur quel genre de série c'est, peut-être? Ouais, une série d'animation de Pixar qui commence par les aventures de... Qu'est-ce qu'ils ont fait Pixar? Les Ok, aventures... Florian, les aventures de Buzz Lightyear. Oh oui, les aventures de Buzz l'éclair. Bravo Ok. Florian. L'éclair. Wow. Ah, Mais il j'avais y a pas des oublié années qu'ils avaient fait lumière une de série ça. d'animation Buzz l'éclair. Bah, Oui, t'as non, ça, bien ça, de la je m'en chance. souviens de cet Ça vient truc-là. de la mais chance. putain. Et ben on va en faire un tout petit Moi, je suis en train de dernier chercher pour une vous série départager. Paris-Brest. Hein. Ah, mais moi aussi. Donnez-moi le Paris-Brest, chiffre. Moi, je te- Juste, donnez-moi le chiffre 1 ou 2 et ça se déterminera le dernier pour vous départager. 2. 2. Bourgade, c'est tout. Et on cherche un titre en anglais. Fred, Oui. Suburbia. Non. C'est pas celui-là? Bourgade. C'est une série de super-héros. Ah, Fred. Oui. Smallville. Oui, bravo Fred. Ah oui, bravo. Il a fait travailler ses neurones à une heure très tardive et il a vaincu le quiz. Non, j'en ai qu'un seul et il va très bien. Merci. Mais c'était très bien. C'était très dur, mais c'était très bien. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que pour travailler dessus, c'est ouf. Faut pas faire ça le soir, hein. Ça va pas, monsieur. Hein. Ça va pas, monsieur. Alors, bon, Marocco de la semaine. Si je c'est ça, moi. Je regarde le squelette. La reco de la semaine de mon côté, c'est un livre. Ça reste une lecture, vu que même si je l'ai écouté sur Audible, c'est un livre qui est sorti le 30 octobre 2024 et c'est le dernier roman en date de Maxime Chatham qui s'appelle Prime Time, qui est un thriller qui parle de quoi? En fait, voilà, c'est dans une chaîne type TF1, on va dire, qui ne porte pas ce nom-là, mais quasiment, lors du journal télévisé de 20h, sur cette première chaîne, il y a un homme masqué avec une voix déformée qui arrive et prend en otage le présentateur vedette. Il dit clairement que si le direct est coupé, il le tue. Il a des revendications et donc on a toute une histoire sur base de négociations, de prise d'otages, de discussions entre politiciens et gens de la chaîne avec les réseaux sociaux, etc. C'est voilà, pour vous faire un résumé. Pour info, moi j'étais plus sûr, mais c'est mon premier Maxime Chatham. Je n'avais jamais lu un seul. C'est pas l'envie qui me manquait, c'est juste que je l'ai juste pas fait. Pourquoi celui-là? Parce qu'en fait le pitch, moi, m'avait plutôt plu. Je l'avais mis dans une wishlist de cadeaux de Noël et ce genre de choses. Et puis finalement, quand est arrivée la date de mon crédit audio sur Audible, il était dans les trucs conseillés. Je fais pas, oui, tiens, je voulais le lire celui-là. Et grand bien m'en pris, hein, c'est à peu près 560 pages, donc à peu près une 13 heures d'écoute. Et ce qui m'a aussi confirmé dans mon choix, c'est quand j'ai vu qui lisait en fait la version audio, c'est Adeline Chetaille. Voilà, une voix française que vous connaissez peut-être, je l'espère sans doute, une voix bien douce qui est entre autres la voix régulière de Vanessa Hudgens, qui est Jinx dans Arcane par exemple. C'est elle qui donne sa voix pour Zelda dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. C'est elle qui joue aussi Ellie dans The Last of Us. Voilà, pour en citer quelques-uns. Donc c'est une voix que l'on a déjà entendue plein de fois, que l'on connaît bien, et ça tombe bien parce que dans les personnages que l'on a dans ce livre, l'un des personnages principaux et pivot de cette histoire, c'est une assistante de rédaction pour le journal, une petite jeune qui sans histoire, que l'on croit,
Et moi j'ai trouvé ce livre surtout que c'est une découverte de son écriture, mais très passionnant, très haletant et très vite en fait. Parce que même si on a une exposition des différents personnages, donc on commence par la présentation justement de cette héroïne là, on a la présentation du présentateur, on a la présentation un peu de l'équipe et de la chaîne en elle-même qui s'appelle MD1. Voilà, MD1 qui est du groupe Mediaplex, qui a plein de télé partout et voilà. Ça prend pas trop de temps à mettre en place et à décrire les choses. Ça va droit au but. Et une fois que la prise d'otage commence, on est en flux tendu sur tout ce qui va se passer. C'est savoir comment ils vont pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'il va y avoir des morts et voilà, donc et tout un tas de rebondissements, surtout que on se rend compte que le preneur d'otage qui a pour pseudo, et ce n'est pas vraiment un spoiler, Kratos, voilà, hein, donc par rapport justement à la mythologie grecque, il est très bien renseigné, il est très très préparé. Et il est impossible quasiment de déjouer toutes les idées, etc. qu'il a et tous son plan. D'autant que vu que c'est elle qui est donc cette jeune fille qui est là directement en premier lieu, qui va parler avec lui. En fait finalement c'est elle qui va servir de justement, donc Charlène, hein, son prénom, dont elle va servir justement de liaison entre elle et le GIGN, qui essaie de faire son boulot et de guider une jeune femme qui n'a jamais fait de négociation ou jamais été dans ce genre de situation là. Donc voilà, j'ai franchement beaucoup aimé le côté très minutieux, très renseigné, très détaillé, très technologique aussi. Il y a aussi un message sur le côté de la gestion des images, la gestion de la vie privée, de comment on gère ce genre de crise-là à l'ère des réseaux sociaux, comment on peut justement essayer de faire en sorte de pouvoir déjouer le plan d'un preneur d'otage, alors qu'en fait tous nos outils sont quasiment bloqués ou scrutés. Et voilà, quand est-ce que l'on montre à l'écran, quand est-ce que l'on coupe, est-ce que vraiment on prend ce risque-là? Et donc c'était vraiment une lecture assez passionnante. Donc moi je vous conseille Prime Time de Maxime Chatham. J'ai aucun préjugé sur l'auteur. Je sais qu'il y a des personnes, comme beaucoup d'autres auteurs du genre, ils vont dire bah oui, c'est pas du mainstream, mais quasiment, et on va cracher un peu dessus. Moi franchement j'ai trouvé ça rondement mené. Je le voyais très très bien être adapté à la télé ou au cinéma. Ce que justement Sarah me disait sur WhatsApp, c'est que il y a quelque chose qui, en tout cas le prémisse, ressemble un petit peu à une prise d'otage avec dans Money Monster, un film avec George Clooney et Julia Roberts. Que en fait j'ai dit qu'il faudrait que je le regarde, mais en fait en discutant avec ma femme je me suis rendu compte que je l'avais vu, et c'est à tel point il m'a marqué quoi. Voilà, donc je vous conseille ça, autant en livre papier que via des audiobooks. Ça c'est à vous de voir. Moi je suis très friand des audiobooks, c'est plus simple quand on a du besoin de se déplacer. Voilà, donc je suppose que je suis le seul à l'avoir lu. Ouais. Peut-être même avoir entendu parler de ce livre-là. Mais ça donne envie de le lire. C'est une recommandation, et c'est vraiment ce qu'on peut appeler un page turner, même si finalement c'était... je faisais des sessions de 2 heures faciles d'écoute, et il fallait que je me force à couper, quoi. C'est un bon signe. En tout cas pour moi. On va passer à toi, Florian. Avec une série que tu nous conseilles, je suppose. Tout à fait, c'est effectivement une série, c'est effectivement ce que je vous conseille. Alors elle est malheureusement
Encore inédite en France puisqu'il s'agit d'une série australienne récemment diffusée donc à la télévision australienne sur la chaîne ABC. Ça s'appelle Optics. Il y a donc 6 épisodes de 30 minutes. Donc c'est vraiment un crash test que j'ai fait parce que je voulais un tout petit peu voir comment se débrouiller la nouvelle génération australienne, puisque voilà, sur les précédentes éditions de Série Mania et pas mal sur les dernières années en fait, j'ai été très très impressionné par la qualité des imports australiens qui étaient sélectionnés. Et là en question, c'est un duo en fait de jeunes comédiennes australiennes en fait qui font pas mal de stand-up et pas mal de podcasts comiques sous le nom Freudian Nip. Elle s'appelle Jenna Owen et Vic Zerbst. Et donc c'est leur première comédie donc en 6 épisodes. Donc c'est une workplace comédie, mais pas vraiment c'est pas vraiment dans le délire The Office en fait, même si c'est tout aussi cringe. Et donc ça se penche de manière légèrement satirique et beaucoup cauchemardesque sur le monde de la communication de crise en fait, puisque donc les deux en fait comédiennes donc qui ont co-créé la série donc sont deux employés en fait, donc deux chargés de com à une firme qui s'appelle Fritz and Randall. Et lorsque un des deux patriarches donc meurt en plein bureau et du coup ça déclenche une panique à la fois donc sur les propriétaires de l'entreprise et plus en bas, puisque il y a donc un employé de longue date en fait qui s'appelle Yann et qui pense absolument que qui va récupérer le poste de PDG. Et en réalité, les propriétaires de cette agence en fait vont faire quelque chose de pire, c'est-à-dire qu'ils vont le mettre sur le bas-côté. Et là aussi, ils vont promouvoir en fait donc les deux anti-héroïnes donc campées par Jenna Owen et Vic Zerbst, sachant que leur nom l'une s'appelle Greta Goldman et l'autre c'est une petite private joke, s'appelle Nicole Kidman, sachant que la vanne en fait c'est comment tu peux devenir en fait une directrice d'agence connue en fait lorsque tu as littéralement le même nom que l'actrice australienne la plus connue actuellement. Et pourquoi c'est recommandable, pourquoi c'est recommandé, c'est parce que c'est très très alors déjà ça va à 100 à l'heure en termes de dialogue et en termes de trame, donc ça c'est très très documenté sur les véritables cas auxquels les firmes en fait de communication de crise peuvent faire face. Et surtout ça a la grande intelligence en fait de ne pas se reposer en fait sur des ressorts comiques trop faciles du type des jeunes employés des jeunes employés d'agence inexpérimentés sont propulsés en fait à la tête de l'agence pour des motifs en fait de communication et pour faire un tout petit peu de représentation féminine en fait de surface, puisque les propriétaires de l'agence sont des milliardaires totalement déconnectés en fait de la réalité et qui vont tenir à distance en fait donc Greta et Nicole en leur faisant miroiter que le conseil d'administration d'un instant à l'autre va valider leur candidature, ce qui va les pousser en fait à prendre n'importe quel job casse-gueule. Et le ressort comique pourrait être: on va élever en fait ces deux incompétentes en tête en fait de la société, et ça va être drôle parce qu'elles vont être totalement perdues. Et en fait c'est pas totalement ça, c'est pas entièrement ça, c'est-à-dire que ce sont vraiment des personnes qui, parce qu'elles sont très très connectées et qu'elles connaissent à la fois en fait le monde de la shitstorm en fait qui peut se passer sur les réseaux sociaux et la communication de crise en fait, comment calmer la communication de crise et comment calmer en fait les trending topics et un tout petit peu les shitstorms qui se font en retardant et en faisant une communication qui reporte à plus tard
les communications de façon à ce qu'en fait ça sorte de l'actualité, ça sorte des médias. Donc il y a quelque chose où beaucoup des épisodes jouent sur des stratégies en fait qui vont vraiment donner l'impression en fait que l'entreprise ou le client va avoir appris de ses erreurs, tout simplement pour que en fait l'attention des médias et l'attention des réseaux sociaux se délite et reporte à plusieurs semaines en fait les communications sur le sujet. Donc c'est quelque chose en fait qui est très parallèle avec la réalité, et donc du coup c'est assez intelligent, et du coup parce que ce tandem est plutôt compétent avec ça, le ressort comique est que elles donnent du grain à moudre à Yann, qui est un communicant qui mise entièrement sur son réseau et mise entièrement en fait sur ses accointances avec les journalistes dans les médias, avec son carnet d'adresses, mais il est totalement paumé lorsqu'il s'agit de vraiment calmer en fait un bad buzz. Il y a énormément de répliques qui font mouche. Il y a un côté très dystopique et très mordant dans les clients. Il y a aussi des guest stars de luxe. Donc en l'occurrence, dans le deuxième épisode, ils font venir Kate Walsh, donc de Grey's Anatomy et Private Practice, dans un rôle comique, donc en magnat d'une entreprise de cosmétiques en fait, qui se retrouve en porte-à-faux parce qu'on découvre que les produits que les produits cosmétiques en fait sur lequel en fait elle mise donc son contrat et son image en fait contiennent des produits toxiques, ce qui déclenche une shitstorm. Donc Kate Walsh, elle s'en donne encore joie en fait, donc elle en fait voir vraiment de toutes les couleurs donc au tandem. C'est quelque chose, il y a quelque chose de très frais, il y a quelque chose de très bien écrit et de très actuel dans la manière en fait dont c'est traité. C'est en total opposé par exemple avec la série de Canal+ La Fièvre, où du coup même si vous l'avez pas vu en fait, la manière dont la firme et la vie de la firme et les communications de crise étaient racontées, c'était quelque chose de très didactique. Là, il sacrifie pas ça pour juste avoir... il sacrifie pas le côté scolaire en fait pour juste faire de bonnes vannes. Donc tu comprends à peu près le contexte général. Le troisième épisode qui a été diffusé cette semaine est autour d'une compagnie aérienne qui est en plein bad buzz, tout simplement parce qu'une grosse partie de ses vols sont annulés. Et en fait, lorsque les personnages vont en meeting en fait, avec l'équipe, l'entreprise leur explique qu'en fait, ils n'ont aucune intention d'honorer les vols annulés, parce que du coup, tout leur modèle économique est basé sur la vente de tickets pour des vols hypothétiques. Donc c'est pour vous donner en fait et donc du coup tout l'épisode en fait va être passé à comment concevoir la meilleure stratégie pour faire oublier le fait qu'ils vendent du bullshit pour des vols qu'ils sont incapables d'honorer, et ils disent avec le grand sourire, en fait c'est juste du marketing. Donc il y a un côté très rentre dedans qui est pour ma part que je trouve très bien écrit. Voilà, donc je voulais vraiment... Ça me fait penser un peu à American Auto dans le genre de vision en fait. C'est ça, mais là c'est pour le coup c'est beaucoup plus rapide. Je vous recommande si vous allez voir les épisodes de vraiment mettre les sous-titres, parce que ça va vraiment à 100 à l'heure. Ouais. Et il y a vraiment des échanges vraiment tordants, mais il faut vraiment les capter. Voilà, donc je voulais vraiment faire cette recommandation parce que c'est vraiment une série fraîche, c'est vraiment une bonne surprise, et surtout ça donne un très bon aperçu de la vivacité de la comédie australienne, qui malheureusement est très peu visible en France. C'est des gens qui c'est une scène, et c'est des commandes qui débouchent souvent sur des choses hilarantes et passionnantes. Ouais. Donc voilà, donc Optics, il y a 6 épisodes. Après bon, du peu que moi j'ai regardé du côté australien, il y a des choses qui ne se valent pas non plus, qui sont un peu bif-bof. Moi j'ai retenu Fisk dans les derniers trucs que j'ai regardés, qui étaient vraiment très drôles aussi,
Mais ça me donne bien envie, ça, Optics. Est-ce que tu avais vu Colin from Accounts? Non, Ça, j'ai c'est vu. très bien, sur Prime ça. Vidéo. Mais il faudrait que je regarde. Mais le truc, c'est que Prime Video, en fait, dès que je le lance, j'ai envie de me pendre. Donc, J'avoue que c'est un peu la pire plateforme. C'est pendre vidéo un peu. voilà, c'est ça. Mathieu, tu vas nous parler d'un truc Disney plutôt, là. Oui, vu qu'on enregistre depuis un moment, je vais aller à l'essentiel. Donc j'avais un récap, une reco. Je vais faire juste la reco. Il y a quelques semaines sur Disney Plus est Ouais, sortie mais la la récap, tu me l'as pas mini-série. écrit dans le récap. En même temps. Parce que j'allais faire un sujet, mais du coup je condense. Tout Ok. simplement. Donc je parlerai de ce que je voulais au début plus tard. Mais il y a quelques semaines sur Disney Plus est sortie la mini-série Rêve Production ou Dreams Production en anglais, qui est un spin-off de Vice Versa, qui est complètement passé inaperçu. Et c'est bien J'ai dommage. regardé, j'ai beaucoup aimé. C'est très très bien. On t'en a parlé dans le podcast ou pas? Je pense que j'ai dû le citer dans un récap, mais pas Ok. plus que ça. Bon, bah alors je vais développer un peu plus. Donc, la série, elle a été produite en parallèle de Vice Versa 2 pour qu'ils aient un contenu en plus à sortir et réduire les coûts, parce que concrètement, ils pouvaient utiliser les animateurs et les technologies mises en place pour Vice Versa 2 et faire une série en même temps. Sauf que les animateurs étaient tout le temps appelés sur Élémentaire et Vice Versa 2 parce qu'il y avait du retard. Donc au final, on s'est retrouvé avec une série qui devait faire 7 épisodes et puis au final, elle n'en fait que 4. Donc il y a 4 épisodes de 20 minutes. Au début, je me suis dit, super, ça va être... ou à la base, ça devait être une série épisodique, ils vont nous pondre ça en série feuilletonnante, mais ça sera soit 4 épisodes avec... collés ensemble avec du caca et de la glu, comme ils ont fait pour Cendrillon 2 ou Le Monde Magique de la Belle et la Bête, que je vous invite à ne pas regarder. Ou alors La Légende de Tarzan et Jane, c'était encore pire. Ou alors Les Énigmes de l'Atlantide, qui étaient toutes des séries annulées au bout de 3-4 épisodes où ils faisaient des téléfilms. Voilà, c'était une belle période, je me suis dit, tiens, on y retourne, c'est chouette. Finalement, c'est pas ça du tout. C'est moins ambitieux que l'autre série qu'ils ont sorti quelques semaines après, donc qui a commencé en ce moment, dont je vous parlerai plus tard, qui s'appelle Gagné ou Perdu. Mais je trouve que ça fait vraiment le taf. De quoi qu'est-ce que ça cause? Je ne l'ai pas dit. En gros, si vous avez vu le premier Vice Versa, il y a une scène où ils allaient dans la Fabrique des Rêves, qui est en fait un studio de cinéma, où des petits personnages créent les rêves de Riley et ce qu'elle voit pendant la nuit. Et donc là, on est plongé pleinement là-dedans. Et donc, il y a... Comment elle s'appelle, la personnage principale? J'ai oublié son nom. Bref, ça me reviendra. Qui est une réalisatrice chevronnée qui a fait tous les plus grands rêves de Riley pendant son enfance, qui commence à se mettre gentille. Enfin, on la met à la porte petit à petit parce qu'elle est plus dans le coup et elle a peur de se faire remplacer par son assistante Janelle ou alors Xeni qui est le neveu de la productrice du studio. Et donc elle va devoir tout faire pour révolutionner le monde du C'est cinéma. pas Paula dont Si, tu c'est parlais ça, Paula. Et elle, du coup, elle va devoir révolutionner le monde du cinéma pour garder sa place. C'est à la fois, chaque épisode, on va voir la fabrication d'un rêve, et en même temps, une histoire qui est feuilletonnante parce qu'on voit l'évolution de la carrière de Paula. Quelques personnages de Vice Versa font des petits caméos sympathiques. Par exemple, la licorne arc-en-ciel que j'aimais beaucoup. Et il y a aussi les personnages principaux de Vice Versa, donc notamment Tristesse et Joie qui reviennent, mais qui n'ont pas un très grand rôle, mais qui sont là. Et surtout, Riley revient. Je trouve que c'est le personnage qui est le mieux écrit de cette petite série. Parce que dans le 2, je trouve que c'est vraiment les émotions qui contrôlaient du coup ce qu'elle faisait, alors que là, c'est Riley qui fait des choix et le cerveau doit réagir en retour, ce qui est, je trouve, plus intéressant narrativement. Il prend de l'épaisseur, c'est en fait moins pantin, et ça permet aussi d'avoir une fin de série très surprenante. Aussi un des écueils qu'évite cette série et dans lequel est tombé Vice Versa 2 et beaucoup de sagas d'animation, c'est qu'en rajoutant des personnages et en voulant laisser tous les personnages principaux des premiers opus, on se retrouve avec 10 personnages principaux et ils deviennent unidimensionnels sauf un ou deux, ce qui était le cas dans Vice Versa 2 où on avait anxiété et joie et tous les autres faisaient pratiquement de la figuration. Oui, moi j'étais justement en colère de ne pas avoir colère. Exactement. C'est mon préféré.
Eh ben, ouais, et on le voit pas beaucoup dans Vice Versa 2. Là, on le voit encore moins, mais au moins, les personnages qui sont là sont pleinement développés. Ils débutent comme des clichés parce qu'on a la vie réelle, la nouvelle assistante qui replace, la productrice qui est complètement en dehors de la réalité, qui veut faire de l'argent. C'est des gros clichés, mais ça permet de vite passer outre, de rentrer pleinement dans l'histoire et de raconter des choses intéressantes avec des personnages qu'on connaît, qu'on a l'impression de connaître déjà. Et au final, ils sont pas du tout plats parce que ils ont de la personnalité, ils évoluent, ils essayent de corriger leurs erreurs, etc. Alors que la série est très très courte. Donc ça, c'est très sympa. J'ai été vraiment bien surpris parce que l'animation est super soignée. C'est pas exactement le même budget, mais c'est pratiquement la même qualité. Il y a des bonnes idées de mise en scène. L'épisode 3 est super bien sur le somnambulisme. Ça m'a vraiment impressionné, toutes les bonnes idées qu'ils ont eues. C'est à la fois très drôle pour les enfants et pour les adultes, comme peuvent l'être vice-versa. En proposant une parodie du monde du cinéma, des clins d'œil à des films classiques, et surtout, ça élargit le concept de la saga vice-versa en essayant d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on fait des rêves. Mais ça se limite à ça, et ce qui fait que c'est une série qui sait ce qu'elle vaut, qui sait pourquoi elle existe, et qui le fait bien, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres séries de Pixar. Ce qui est quand même dommage. Plus tard. Ce qui est quand même dommage chez Disney+, c'est d'avoir justement ce genre de truc-là qui est mal traité et mal... Enfin, ils ne savent pas comment le marketer, alors qu'en fait c'est juste génial, et puis ils vont te sortir 3 saisons d'un autre truc où finalement... il n'y a aucune caractérisation, il n'y a aucune histoire à raconter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter ? Pas tellement de choses dessus. Vraiment, c'est pas la série du siècle du tout, mais juste vous tapez la série en 1h20 et vous passez un très très bon moment. Et il n'y aura pas de suite, notamment, et là j'empiète un peu sur la semaine prochaine, si je parle de gagné ou perdu. Parce que Pixar a décidé de ne pas continuer la production de séries alors qu'ils se lançaient à nouveau dedans pour moins se concentrer sur le streaming, ce qui peut être une bonne chose, mais du coup les contenus qu'ils avaient déjà produits, ils savent pas quoi en foutre, et du coup c'est sorti comme ça et personne n'en a entendu parler, mais ça vaut le coup d'œil. Vice Versa 2 et Dream Production, et même si d'un point de vue émotionnel ça m'a moins marqué que Vice Versa 2 parce que c'est pas une aussi grande épopée, j'ai passé un aussi bon ou presque un meilleur moment devant cette série que devant sa grande sœur. Donc allez-y, c'est très sympathique, vous m'en direz des nouvelles. Oui, je confirme, je plus sois aller voir ça, c'est vraiment très très sympa. Et c'est dommage qu'ils aient pas poussé un peu plus loin parce que il y avait tellement de choses encore à faire avec. Oui, ils auraient pu faire clairement plus d'épisodes, ça pouvait tenir sur la longueur. Ouais, tout à fait. Et voilà, c'est un épisode qui se termine avec pas mal de recommandations. Donc en liberté niveau cinéma français du côté d'Elodie, on a Optics donc en série australienne du côté de Florian, on a donc Rêve Productions donc en série sur Disney+, et de mon côté donc Prime Time niveau livre. Et puis bon, comme je le disais au départ, il y avait un peu de jeu. Et le film Le Coup de Théâtre que je vous recommande aussi finalement. On verra si on finit par parler un jour de Hollywood Animal. Ça arrivera sûrement. Voilà, on va essayer de voir si le Early Access s'ouvre assez vite et ça peut tomber sur un épisode. Jeudi. Ouais, c'est jeudi prochain. Ce jeudi-ci. Jeudi là. Ouais. Ouais, donc peut-être on pourra en parler lundi prochain. Incroyable. Qui sait? On verra ça. C'est fou. En tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit, une bonne semaine, de bonnes recommandations et de bonnes découvertes culturelles, mais surtout, bonne journée.